Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à LCI et à la propagande anti-russe. Maintenant, ils ont peur de la dernière mobilisation russe. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de mesures supplémentaires pour lutter contre la menace terroriste. La question est très importante. Aucun commentaire supplémentaire n'est nécessaire ici. Mettons-nous au travail. La parole est au directeur du service fédéral de sécurité. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais poser une question au ministre russe de la Défense sur la manière dont nous mettons en œuvre les accords relatifs à la cessation des frappes mutuelles sur les systèmes énergétiques entre la Russie et l'Ukraine. Mesurons bien ce qui est en train. Rappelons que ici, la plupart des Occidentaux ne parlent plus à la mise en œuvre de cet accord de cessation d'attaque sur les infrastructures énergétiques. Et ça, c'est encore un pied de nez de Moscou à l'Occident, puisque la plupart des gens qui suivent cette guerre savent que depuis qu'il y a eu cet accord, la Russie n'a pas frappé les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis le début de l'accord. Et l'accord doit durer 30 jours. Par contre, on a, avec certitude, plusieurs fois établi que l'Ukraine a tiré sur les infrastructures énergétiques russes. Donc, quand les 30 jours seront passés, tout le monde craint à ce que les Russes frappent à nouveau et surtout si de manière bien plus destructeur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. En train de se passer la mobilisation, cette vague de nouveaux soldats, 160 000 jeunes qui sont mobilisés. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas une mobilisation de cette ampleur. Vous nous avez rejoint, Général Richoux, merci beaucoup. À la Poédie. Bon, il faut savoir qu'ici, là encore, c'est un mensonge. Apparemment, en Russie, d'après les renseignements que j'ai eus, c'est un pays où les gens font toujours leur service militaire. Et donc, ce n'est pas une mobilisation dans le sens où on va les mettre à la guerre, non. C'est que chaque année, on mobilise les jeunes qui sont en âge de faire leur service militaire, on les prend en Russie, ils ont un certain temps à faire, et quand c'est nécessaire, le pays demande à ce que ces gens-là restent un peu plus longtemps, ou alors s'engagent dans l'armée. Et ces gens-là ne sont pas ceux qu'on va envoyer en première ligne ou à la guerre, comme ils étaient à Koursk. Vous savez, à Koursk, c'était ces gens-là que les militaires ukrainiens ont liquidés. C'était des gens qui étaient venus là, qui gardaient ces postes-là, en attendant que les soldats aguerris ou les soldats prêts pour la guerre soient sur la zone de conflit. Voilà pourquoi ils étaient contents de soi-disant battre les Russes. En fait, c'était des mobilisés ou des conscrits. Ceux qui sont rentrés dans l'armée ou ceux qui viennent faire leur service militaire, qui ne sont pas là pour aller au combat parce qu'ils ne sont pas assez aguerris pour ça, mais qui peuvent rester sur le territoire et garder le territoire en sécurité. Et donc, ici, on vous présente ça comme si c'était la même chose que les Ukrainiens où on te prend dans la rue et une semaine après, tu es sur le front et tu risques de mourir. Non. Ici, c'est mobilisé, sert à libérer ceux qui sont prêts à combat, à aller sur le combat et à occuper les postes à l'intérieur du pays qui étaient nécessaires à occuper. Vincent Crouzet, Madame Azé, merci beaucoup à vous aussi. 160 000 jeunes, et ça fait 14 ans qu'on n'avait pas vu cela. Il se passe là quelque chose visiblement en Russie, dans les plus pessimistes disent, dans la volonté peut-être de se préparer à une guerre plus large. Ils sont choqués parce que 160 000 mobilisés comme ça, des jeunes qui arrivent, ça les impressionne parce qu'eux, ils n'ont pas autant d'armée. Je vous rappelle que la totalité de l'armée française fait 200 000 hommes et que si on répartit les différents métiers, il ne reste pas 160 000 combattants à l'armée française. Et donc si l'armée française est la plus grande armée d'Europe, c'est vous dire que la Russie, avec une seule mobilisation, arrive à avoir autant de personnel dans l'armée que presque la totalité
de l'armée française. Voilà pourquoi ils sont choqués. Et voilà pourquoi je vous disais que depuis le début, même s'ils sont en train de se pavaner, et encore ce discours on l'attend plus depuis quelques jours, comme quoi ils veulent se réarmer ou quoi que ce soit, ils ne seront jamais au niveau de l'armée russe, comme l'avait dit le ministre, l'ex-ambassadeur russe Orlov à Darius Rojban. Ils n'auront ni l'armée, ni l'armement pour pouvoir faire face à la Russie. Oui, alors on dit que Vladimir Poutine veut arriver à une armée d'1,5 million. Donc ça commence à être absolument considérable. Maintenant, là-dedans, il faut distinguer entre la conscription et puis les engagés. On se rappelle que les engagés, ceux qui prennent un contrat, c'est ceux qui vont à la guerre et ils sont sur les toits ukrainiens. Les engagés n'ont pas le droit d'y aller. Alors là, la conscription monte effectivement, mais ça doit être vraisemblablement pour combler le déficit de tous ceux qui sont engagés sur le signal est quand même très fort. On est à un moment où, notamment, on va l'entendre, Donald. Au moins, c'est bien d'avoir des généraux sur ce plateau. Parce qu'ici, il ne fait pas la confusion. Contrairement à Darius Rojban qui présente ça comme quelque chose d'inquiétant, ici, il vous dit, non, ils ont beaucoup de gens sur le front, donc forcément, à l'arrière, il y a des besoins. Et donc, on a besoin de tous ces personnels pour combler les places de tous ceux qui sont partis au combat. Trump dit qu'il faut s'approcher de négociations et la Russie, au contraire, elle est en train de masser, c'est le mot là, ce sont des masses, des troupes. Parce que d'habitude... Et bien voilà, ils sont toujours en train de retard. Eux, ils pensent que parce que la Russie va négocier, elle va reculer sur la formation de son armée ou sur la constitution de son armée. Mais en même temps, ce sont les mêmes personnes qui n'acceptent pas les conditions de la Russie, qui, il dit, vous devez arrêter d'armer l'Ukraine pour qu'elle fasse le combat. D'un côté, ils veulent que la Russie signe des cessez-le-feu, l'Ukraine continue à s'armer, continue à se réorganiser pour encore mieux faire face à la Russie, mais de l'autre côté, ils sont choqués que la Russie continue juste à entretenir son armée et à constituer son armée. Surtout que nous savons que ceux qui ont commencé ces hostilités, c'était eux. Ils pensaient qu'ils allaient vaincre la Russie. Et aujourd'hui, que la Russie a vu leur plan, a fait échouer leur plan et se prépare à ne plus être dans la même position, et Poutine l'avait dit, ce qui s'est passé avant ne se reproduira plus. Et qu'est-ce qu'il disait par là? Se faire avoir par les Occidentaux qui vous tendent la main en vous disant que vous signez par la paix et par derrière sont en train de donner de l'armement à votre ennemi, que la Russie ne se retrouvera plus dans cette position-là. Et c'est exactement ce que la Russie fait. Même si ce conflit se finit, elle va constituer une armée assez solide pour protéger ses frontières et surtout pour dissuader l'Ukraine de la simple idée de recommencer un jour à pactiser avec le diable. Vous savez, quand ils font la mobilisation, au bout d'un an, 2 ans, ça dépend combien ils les gardent par rapport à différentes régions russes, on leur propose d'une manière très forcée de signer le contrat. Et ça, c'est une solution aussi pour faire cette sorte de mobilisation cachée que les Russes quand même arrivent à faire malgré le refus de Vladimir Poutine de faire la mobilisation parce qu'il sait que... Cette dame, je ne sais pas pourquoi à chaque fois elle est là. Quand on voit comment on mobilise du côté russe et la volonté des Russes d'intégrer l'armée, et surtout quand on voit les primes qui sont données à ces gens-là parce que tu prends le risque de mourir et donc on te donne des compensations assez importantes pour ça, est-ce qu'on peut comparer ça à ce que les Ukrainiens font? Hier encore, je voyais une vidéo où un Ukrainien est arrêté sur l'autoroute avec sa famille et du jour au lendemain comme ça, il quitte sa famille et il va se retrouver au front. Et à celui-là, il n'y aura pas de compensation pour sa famille ni quoi que ce soit, sans compter le scandale de tous les morts ukrainiens qu'on ne comptabilise pas. Comme ça, quand il est porté disparu, l'Ukraine n'est pas obligée de payer la pension à sa famille ou je ne sais pas quel argent ils doivent donner à sa famille.
ça va provoquer les mouvements de protestation dans la société. Parce que la société est habituée à, qu'on ne les sollicite pas, on les laisse faire. C'est un accord non verbal qui a été passé entre la société russe et leur président. Vous nous laissez faire ce que nous voulons pour les oligarques, et aussi pour les autres, vous faites ce que vous voulez, mais attention un tout petit peu, ne nous tombez pas sous les mains. Et c'est une solution pour mobiliser quand même d'une manière... Mais pardon, qu'est-ce que ça veut dire? N'importe quoi, cette dame. N'importe quoi. Bon, on n'en dira pas plus. On va oublier qu'eux-mêmes, il y a quelque temps, quand les Ukrainiens sont rentrés à Kursk, ont été étonnés de voir le patriotisme et la volonté des Russes de vouloir se débarrasser des Ukrainiens. Mais bon, on ne va pas revenir sur ça. J'entendais Vladimir Poutine dire il y a quelques jours, on va les achever. C'est-à-dire, prétendument, on verra si c'est vrai, mais il considère qu'il est en position de force. Et ce qu'il disait, c'est on va en profiter. On ne va pas du tout s'arrêter en se disant on est en train de négocier, on va ralentir. Non, au contraire, on va aller plus fort, Madame Hadès. En fait, il dit ça parce qu'il a une droite nationaliste encore plus forte, plus à droite que lui, et il est coincé. Parce qu'en fait, finalement, ces gens-là ne accepteront jamais qu'il fasse une trêve et qu'il s'arrête là. Ils veulent une victoire. Et il n'a pas la victoire. Donc Poutine est coincé entre ces gens-là et de l'autre côté, les babouchkas, les mères qui ne veulent pas de conscrits, qui ne veulent pas que leurs enfants partent à la guerre et qui sont pour la paix dont vous parliez. Et donc, il est vraiment dans une position coincée. C'est pour ça qu'il est comme ça et qu'il dit ça. C'est pour ça que Trump, d'ailleurs, est furieux, parce qu'il ne va jamais vouloir faire la paix, parce que sinon, son destin politique est scellé. Croyez-vous vraiment qu'il doit tenir compte de sa droite en faire... Ça a se demander pourquoi lui-même, Darius Rochba, invite ce genre de personnes pour venir raconter leur propagande comme ça. Si eux-mêmes, Zelensky, avec ce que je vous avais montré ici par rapport aux mères, aux femmes, des soldats qui manifestent tout le temps, qui réclament qu'on autorise leurs hommes à revenir à la maison, ils n'obtiennent rien. Vous pensez que c'est les Russes où on essaye de compenser matériellement, financièrement, le départ de l'enfant à la guerre, et surtout là où on essaye de limiter aussi le sacrifice de ces gens, parce que des deux côtés, bien évidemment, il y a des morts. Mais on sait que proportionnellement aux Ukrainiens, les Russes en ont moins ou beaucoup moins. Donc, de quoi parle cette dame? Poutine n'a pas assez de pouvoir en lui-même pour faire vraiment ce qu'il veut. Mais non, parce qu'il est fragilisé, parce que ça n'a pas du tout été. C'est un fiasco, sa guerre. Donc il est fragilisé et politiquement, il est en risque. Mais pourquoi elle regarde d'autres personnes pour avoir de la validation? C'est incroyable. Et c'est qui? Brigitte Hadès, grand reporter de la revue Politique Internationale. On se demande bien si ces gens... ils font leur travail ou c'est juste des titres qu'ils ont. Brigitte Hadès a relevé une chose très juste, en fait, c'est que l'opinion russe parle de la paix depuis plusieurs jours et depuis plusieurs semaines. Et à nouveau, on lui remet le nez dans l'option guerre. Et il y aura certainement un moment important en matière de sondage de l'opinion russe, notamment de la part des services de renseignement occidentaux, pour savoir comment cette opinion, en fait, va ressentir ce retour vers la guerre. Et 160 000 hommes, c'est énorme en matière d'efforts militaires. Je parle sous le contrôle de Nicolas. Ça signifie 160 000 hommes à former, à équiper, à armer et à encadrer. Est-ce que l'armée russe, avec sa très grande inertie, va être capable de le faire dans les temps souhaités, en fonction justement de sa carence de personnel militaire sur le front? Quel est l'effectif de l'armée française? Bien évidemment, on ne pouvait pas manquer à ça, le mépris et la condescendance et l'arrogance française. Est-ce que l'armée russe est en capacité d'encadrer 160 000 hommes? C'est juste l'armée qui a l'une des plus gros effectifs militaires au monde, mais bon, elle ne serait pas capable d'encadrer à peu près ce qui représente 10 à 15% de son effectif. Non. C'est un point de comparaison. Là, 205 000.
Actuellement. Actuellement, terre, air, mer, 205 000, tout compris, plus les personnels civils, auquel cas on tape à 270 000 à peu près, avec tous les personnels civils qui n'ont pas vocation, bien sûr, à partir au combat. Il faut rappeler les chiffres que donnait le président de la République. Emmanuel Macron disait, d'ici 2030, c'est l'estimation que le président de la République donnait lui-même, d'ici 2030, la Russie aura 300 000 soldats en plus. Oui. Ça semble confirmer ce plan-là. Oui, c'est inquiétant, d'autant plus que nous, par exemple, nous avons 200 000 personnels militaires, mais là, pour avoir des soldats sur le front, le maximum qu'on puisse mobiliser, c'est 15 000 en même temps. Hein, il ne faut pas... Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi ils ont autant peur. Ici, on vous dit, on a 200 000 soldats, mais ce qu'on peut mobiliser pour aller au combat, c'est 15 000. 10%, moins de 10%. Aïe. Voilà. Voilà, c'est donc 15 000 combattants, je veux dire. Hein. Donc, qui seraient, par exemple, mis dans les pays baltes ou je ne sais pas où. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, on a l'impression, comme vous le dites très bien, Darius, que il se fait un raisonnement un petit peu à la Metternich ou à la Talleyrand. Talleyrand disait qu'on n'arrive pas vraiment à la table de négociation à beaucoup modifier les données, les réalités du champ de bataille. Et on a l'impression qu'il y a une hubris, une démesure qui a saisi Poutine, à cause peut-être de cet épisode, de ce flash avec Trump, de cet épisode quasi amoureux avec Trump, et que donc, il veut tenter sa chance toujours plus loin, toujours plus fort. Bon, c'est déplorable de voir la limite ou le niveau d'analyse assez moyen ou médiocre de ces gens-là, même si, franchement, là encore, on a un grand reporter international au Figaro et géopoliticien. Mais, on a déjà dit ici que la Russie ne donnerait aucun gage aux Américains. Ils ne croient pas aux engagements des Américains. Le Moyen-Orient le prouve tous les jours. Et qu'ils iront eux-mêmes prendre ce qui est nécessaire pour eux pour garantir leur sécurité par rapport à l'OTAN et à l'Occident. Et Sergueï Lavrov l'a bien dit, il n'y aura pas de cessez-le-feu ni de soldats sur le terrain pour garantir la paix, puisque si tu leur donnes la paix, tu ne peux plus discuter de la paix. Et donc la paix se fera sur le terrain. Et donc eux vont d'abord rechercher les conditions de la paix sur le terrain. Et donc aujourd'hui on dit ouais c'est les bruits, ouais depuis qu'il a parlé avec Poutine et non. C'est qu'il comprend, c'est que les Américains veulent bien avoir des relations avec eux. Et avoir des relations avec les Américains donne plus d'indépendance à la Russie par rapport à la Chine, puisque ce sont ces mêmes personnes qui disaient que la Russie est maintenant bloquée avec la Chine. Or, si la Russie a des bonnes relations avec la Chine et a des bonnes relations avec les Américains, bon, ça lui remet, enfin, ça lui redonne de l'autonomie et de l'indépendance. Mais, pour cela, les Russes savent bien qu'ils ne doivent pas se fier ni aux Américains, ni aux Chinois. C'est à eux-mêmes de garantir les conditions de leur sécurité. Et voilà pourquoi ils ne reculent pas, ils continuent d'avancer et qu'ils ne donnent pas la paix à Donald Trump. Ils comprennent bien que Donald Trump a une nécessité de pacifier les choses en Ukraine pour pouvoir commencer à récupérer ses sous. Mais eux aussi, ce qu'ils font comprendre, c'est que peut-être que tu as besoin de récupérer tes sous, mais comme l'a dit Poutine, ça ne sera pas à nos frais. Et je vous l'ai mis, ou je vous l'ai montré dans la vidéo quand il parle aux gens de la marine. Il fait bien comprendre que même si ça doit se régler par négociation, ça va se régler par négociation, mais ça ne sera pas aux frais des Russes. Et donc ici, il faut comprendre que les besoins domestiques ou locaux ou internes au pays seront satisfaits par les mobilisés pour qu'au combat,
on continue d'avancer et qu'on continue d'avoir les conditions que nous voulons avant de nous arrêter, établies et faites par nous-mêmes. On ne va pas les négocier parce que Zelensky, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est coincé par ses potes, comme l'a dit ici cette intervention de ce monsieur. Écoutez bien par rapport à Zelensky et pourquoi il pense que Zelensky est coincé. Zelensky est coincé parce que, 1, les Occidentaux savent que lui et son entourage ont mangé l'argent, donc ils les tiennent dans leurs mains. Mais surtout, 2, Zelensky, à la base, c'est un président fantoche qui travaillait pour les oligarques. Ces oligarques, ils avaient leur argent où? Au Donbass. Et le Donbass maintenant est aux mains de qui? De la Russie. Et donc, ils essayent à tout prix de continuer à se battre pour au moins forcer les Russes dans la négociation à leur restituer la propriété des biens qu'ils avaient dans le Donbass. Écoutez ce monsieur. La question que je vous posais, la dernière question, François Martin, quid de l'Europe? Que devient l'Europe dans cette galère? Voilà, alors avant, je réponds juste sur une phrase, sur le positionnement de Zelensky que j'ai bien expliqué, mais les oligarques qui sont autour de lui, en fait, en même temps, ils les protègent, de par son statut, comme j'ai dit, en même temps, ils le tiennent, parce que ce sont eux qui sont les patrons et les propriétaires des brigades de représailles, les Pravi Sector, etc. Ce sont des brigades privées, en fait, qui sont à eux. Donc, ils sont propriétaires des biens du Donbass. C'est pour ça que chaque fois qu'il a négocié quelque part, son premier prérequis... Sauf le Donbass est russe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça le problème, parce que tous ces oligarques, ils ont l'essentiel de leur pognon dans le Donbass. Donc, je suppose que comme ils se battent contre les Russes aujourd'hui, ils n'ont pas été négociés par derrière avec les Russes, ou peut-être l'ont-ils fait, la garantie de leur titre de propriété sur les biens qui vont être perdus. Et je pense que c'est une partie du problème. Parce que si les Russes leur avaient garanti ça, ils auraient lâché les Zelensky depuis longtemps. Bien sûr. Donc pour vous, la guerre peut continuer. On n'est pas à la veille de la résolution et de la paix. Je dirais que ça va dépendre en gros, de la façon dont on va réussir à convaincre les oligarques, parce que c'est l'autre acteur extrêmement important dans cette affaire dont personne ne parle. Okay. Bon, maintenant je vous ai montré pourquoi il est très difficile qu'on arrête cette guerre, parce que ceux qui ont mis Zelensky au pouvoir, en plus d'être les Occidentaux qui l'ont élevé, mais il y avait déjà des gens qui l'avaient mis au pouvoir. C'était ces oligarques-là. Eux sont en train de perdre gros dans cette histoire. Et c'est eux qui voudront que l'Ukraine, en plus des Occidentaux, qui voudront que l'Ukraine se batte jusqu'aux derniers Ukrainiens, jusqu'à ce que les Russes prennent tout ce qu'ils ont à prendre et qu'ils n'aient plus le choix avant de céder. Et donc, revenons maintenant à notre séquence de LCI. Et cette hubris, vous savez, chez les Grecs, cette hubris, c'est toujours suivi chez l'athée. C'est une sorte de mouvement de folie. La raison, vous n'avez plus votre raison. Ensuite, c'est Némésis, c'est la vengeance. Donc vous perdez Stalingrad quand vous êtes Hitler. Et ensuite, Thysis, c'est vous êtes détruit. C'est le châtiment. Et là, je pense que peut-être qu'il y a chez Poutine une sorte d'hubris. Et c'est assez dangereux. Mais c'est assez dangereux pour la Russie. Je pense que les Russes, comme Vincent l'a très bien dit, que le peuple russe, dans sa très grande majorité, aspire aujourd'hui... Mais si on passe en revue tout... Ah bah oui. Donc, quand le peuple russe voulait la paix en avril 2022, c'était pas la paix. Mais maintenant que la Russie est sur le point de vaincre l'Ukraine et ne veut pas négocier, ça devient maintenant le peuple russe aspire à la paix et Poutine est un danger. N'importe quoi, on aura tout vu. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.